est un pays solution. Merci. Lila Pezo, chargée des communications au Conseil congolais des batteries. Plusieurs statistiques montrent que la RDC détient un potentiel de minerais capable de couvrir de moitié les besoins mondiaux de la transition énergétique. Michael Francis travaille pour l'ONG Justice et Paix. De la RDC, il faut aussi retenir non seulement évidemment sa richesse, la richesse du sous-sol, mais aussi, et c'est très important, la richesse du sol. Et donc l'extrême richesse de la biodiversité, des capacités non seulement en termes de biodiversité, d'écosystèmes, d'agriculture, d'orographie aussi, donc des fleuves. Si on parle de transition énergétique, il est certain que la RDC peut y contribuer. Est-ce que vous avez un cahier des charges par rapport à la situation à l'est du Congo ou au Congo en général? Michael Francis suggère la transformation des minerais du Congo sur place au pays et l'option d'un modèle économique diversifié. Il y a plusieurs éléments de solutions ou axes de solutions qu'on peut explorer au niveau congolais, notamment en matière d'exploitation minière. Un premier axe, l'idée de ne pas exploiter ou ne pas exporter uniquement de la matière première peu transformée. Donc c'est un premier élément important, c'est d'essayer de faire une sorte d'intégration verticale, on va dire, de raffiner, de transformer et pas simplement exporter comme ça de la matière première. Ça permet d'avoir plus d'emplois, plus de revenus, d'avoir aussi un rapport préférable ou plus avantageux entre l'impact environnemental très négatif et social aussi très négatif de l'exploitation minière et le plus ou moins peu de revenus qu'on peut en avoir. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est d'avoir une diversification économique. Donc, de tenir compte des effets négatifs ou des rapports négatifs ou très conflictuels qu'il y a entre l'exploitation minière, d'une part, qu'elle soit artisanale ou industrielle, et d'autres activités économiques, et notamment l'agriculture et l'élevage. Donc ça c'est un élément, on va dire, local. Alors local, ça s'adresse aussi aux autorités ici, donc pour permettre, ou pas permettre, c'est pas vraiment le mot, mais d'appuyer les Congolais, les Congolaises dans ce genre d'activité, de diversification économique, de renforcement de l'agriculture d'une part et de plus grande intégration sur la chaîne même de l'exploitation des minerais et de ce qu'on peut faire avec. Lila Pezo, chargée des communications au Conseil congolais des batteries. Il y a plusieurs pistes de solutions possibles et que le gouvernement congolais s'attelle justement à mettre en place. Le PABEA Cobalt est une des solutions, des pistes de solutions dans le problème auquel font face les artisans et dans le secteur minier. Mais il y a aussi le Conseil congolais de la batterie qui est en fait justement de mettre en place une chaîne de valeur parce que cette chaîne de valeur permet encore une fois d'augmenter le pouvoir d'achat, d'augmenter le niveau de vie de la population, de créer, d'augmenter le PIB, le produit intérieur du pays. Et je pense que les problèmes d'insécurité, les problèmes que l'on constate aujourd'hui sont aussi liés aux conditions de vie des populations. Et grâce à cette chaîne de valeur, grâce aux nouveaux emplois qui pointeront, qui seront créés et les nouveaux métiers, nous pouvons penser que l'avenir en fait, de cette population sera un peu plus meilleur, tout simplement. Daniel Banza, expert minier et en hydrocarbures. Pour moi, le dernier aspect, c'est celui dont on est en train de parler, qui est très important, la chaîne de valeur. Comment est-ce que le Congo doit s'industrialiser? Pas de justice, pas d'investissement, pas de réparation de guerre.
Je me permets quand même de rappeler à certains d'entre vous qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, Truman décide de faire le plan Marshall. Il met 13 milliards de dollars à la disposition de l'Europe. Il a une idée simple. Il dit ceci: si nous ne mettons pas cet argent pour reconstruire l'Europe, les Russes, les communistes vont s'emparer de l'Europe. 13 milliards de l'époque, équivalent à 175 milliards de dollars d'aujourd'hui. J'entends bien 175 milliards d'aujourd'hui. Donc une grande partie, ce sont des dons non remboursables. C'est comme ça que l'Europe se relève. Fin de la guerre du Congo, $0. Et on demande au Congo de se reconstruire sans rien. Monsieur Banza met en garde contre le maintien quasi total du Congo sous embargo depuis la fin du régime de Mobutu. Je me permets de vous rappeler quand même que la cause de la Première Guerre mondiale en Europe, ça a été quoi? Les dettes qu'on a demandé à l'Allemagne de payer. Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne recommence une seconde guerre. Fin, les Américains disent l'Allemagne ne paiera ni les dettes de la Première Guerre mondiale, ni les dettes de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'Allemagne est prospère. Le Congo, on lui a donné $0 pour se reconstruire. Pourquoi nous en sommes là? Ce n'est pas le fruit du hasard ou le fruit d'un enchevêtrement d'événements fortuits. Non, c'est quelque chose de structuré. On n'a jamais voulu retrouver un Congo fort en Afrique centrale. Tout a été fait pour démembrer l'État, pour que l'armée ne puisse pas fonctionner, pour que cet État-là congolais ne puisse plus rien faire. Le Congo veut faire des choses, il veut s'industrialiser. Et c'est normal, il faut avancer. Mais je reviens encore à une chose. On a dit oui, mais il faut trouver les fonds, il faut restructurer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais avec quoi? Avec quoi? Aujourd'hui, on nous dit on va faire ceci, on va faire venir des investisseurs. Ben, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, comment on appelle ça? Avec de l'argent, prêter de l'argent sur ce qui reste. Mais qu'est-ce qui reste? On a démantelé la Gécamine. On a créé une loi minière volontaire pour démembrer le Congo. Ce sont des réalités. À la fin de la première guerre du Congo, lorsque on arrive en 2001 à Sun City, il y a un accord. Pourquoi? Pour la privatisation du sol congolais. Et cette privatisation nous empêche d'avoir des revenus. Comment voulez-vous que l'on fasse? Ce que l'on va faire, on va le faire avec eux, avec eux, avec eux. Les gens seront obligés de continuer à travailler dans ces conditions-là. On ne construit pas une nation sans argent. Michael Francis pour l'ONG Justice et Paix. En ce qui concerne la question des investisseurs et des mauvais investisseurs, je pense que ce qui a joué un rôle négatif dans la capacité à réguler, c'est justement ce qui s'est passé avec le consensus de Bretton Woods, de dérégulation, de financiarisation, de privatisation de l'économie, d'endettement, une dynamique mondiale qui concerne beaucoup plus et beaucoup de nombreux pays, et pas seulement la RDC, d'endettement, d'appauvrissement, de privatisation et en fait d'affaiblissement de la capacité de l'État à définir sa propre politique et aussi non seulement la définir mais aussi à la mettre en œuvre. Monsieur Banza. Vous savez, quand on décide de privatiser une nation qui est en difficulté, on affaiblit l'État. Et quand on affaiblit l'État, on affaiblit tout. Un État qui n'est pas fort ne sait pas contrôler, ne sait rien faire. Le démembrement des États, nous l'avons vu en Libye, nous l'avons vu en Syrie, nous l'avons vu en Irak. Il y a des gens qui se lèvent et qui conçoivent que le monde doit fonctionner selon ce qu'ils ont dans leur tête. Et ce sont des catastrophes. Ce sont des catastrophes. Ils pensent que l'ordre qu'ils sont en train de mettre est meilleur que celui d'avant. Et à la fin, on se rend compte que c'est plus catastrophique qu'autre chose. Daniel Banza, expert minier et en hydrocarbures,
s'attaque à l'attitude de la communauté dite internationale qui fait mine de ne rien savoir sur l'apport de la forêt du Congo dans la lutte contre les réchauffements climatiques. La seconde chose à propos du Congo, c'est nous avons un pays magnifique avec un espace, une forêt équatoriale extraordinaire. Mais vous savez quoi? Au niveau international, par rapport à cette forêt, et si on la compare au Brésil et aux pays d'Amérique du Sud, sachez que les montants qu'on nous donne pour notre forêt équatoriale, c'est des cacahuètes. Je vous le dis comme clairement, c'est des montants dérisoires qui ne correspondent pas en fait à ce que nous sommes. Nous représentons une très grande partie de la solution, je dis bien, de la pollution qui sont faits par les autres pays. Et on considère qu'on ne doit rien nous donner. Parce que nous avons eu des États faibles, nous avons eu des gens qui ne savaient pas négocier. Le fait que votre forêt aide le monde entier à ne pas polluer mérite qu'on vous paye à votre juste valeur. Et ce sont ce genre de revendications qui sont des revendications financières que vous devez pouvoir réclamer. Et je pense qu'à partir de là, vous verrez déjà les choses avancer. Et quand on parle de pays solution, c'est un pays solution parce que le potentiel humain est énorme. Je dis bien le potentiel humain est énorme. Et donc, vous faites aussi partie de ce potentiel humain. Alors, demander réparation pour un pays qui a subi ce que nous avons subi, ce n'est que normal. Ce Congo sera le vôtre. Que vous soyez ici ou que vous rentriez, ce pays sera le vôtre. Pourquoi? Il y a 90 millions de Congolais aujourd'hui, dont la majorité a moins de 20 ans. Ils seront 150 millions, ils seront 200 millions. Ça veut dire 200 millions de consommateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui au Congo, les Indiens, les hindous, sont arrivés en masse. Ils ont construit des supermarchés. Les gens n'ont pas oublié les villes ici. D'un point de vue du supermarché, pas du tout. Vous seriez étonnés. Et vous savez quoi? Ils ont investi pour prendre l'argent qui se trouvait dans la poche des Congolais. Ils ne sont pas venus faire des nouvelles industries. Ils se sont rendus compte que le Congolais disposait d'argent, même si son PIB apparent est très faible. Il y a des sociétés comme King Marché qui ont une vingtaine de magasins. Ils ont plus de magasins que Lidl. Dites-moi, pourquoi eux le font et pas vous? C'est votre avenir qui est en jeu. C'est votre pays, le pays de vos parents. La communauté occidentale a refusé de faire justice au Congo. D'où je dis, la solution, c'est vous, la jeunesse. Vous devez penser à ce que sera le Congo de demain. Pensez comment vous allez le construire. Pensez avoir de l'imagination.